Oh, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Xerox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la partie 2 des dessins perturbants issus des malades mentaux. Alors ça suit pas forcément mais je te conseille d'aller voir la première partie qui était grave intéressante et bon c'est pas un sujet très joyeux, hein. C'est pour ça toutes les personnes jeunes, hein, je vous déconseille de regarder ces vidéos là, allez plutôt voir ma première partie, non je rigole, non aucun rapport, c'est la même, parce que là c'est des sujets déjà un petit peu compliqués, moins accessibles et assez glauques, hein, pour le coup. Même d'ailleurs sa vidéo a été classée en moins de 18 ans, à ce que j'ai vu, j'en suis sûr que c'est pas lui qui a fait ça, c'est YouTube qui l'a classé comme ça, donc c'est que c'est pas trop de la merde. Let's go, on perd pas plus de temps, yeah. Bon, je sais que j'ai une tête de prépubère, mais s'il te plaît, YouTube, j'ai 18 ans, moi. Continuons la vidéo avec de l'art peut-être. Voilà, on commence tranquillement. Serial killer, sociopathe, psychopathe. Sans la moindre transition, nous allons nous pencher à présent sur les peintures, dessins et photographies artistiques réalisées par des serial killers. Si certains attendaient probablement cette partie depuis le début, l'art de certaines des personnes les plus psychologiquement dérangées que la Terre n'ait jamais connues, Dennis Rader est né le 9 mars 1945 et dès son enfance, il y avait des signes clairs qu'il était dérangé. Issu d'une famille qui ne lui accordait que trop peu d'attention à son goût, celui-ci, très tôt dans sa vie, était déjà sadique sexuel et aussi zoosadique. C'est-à-dire que ça le faisait marrer de tuer, torturer et parfois abuser sexuellement des animaux. Notamment de nombreuses occurrences de lui en train de pendre des animaux ont été reportées par des gens qui le connaissaient. Notamment le voyeurisme, soit le fait de rentrer dans l'intimité des gens en les observant sans leur consentement et sans leur conscience en fait. Bref, le personnage de Dennis Rader dès son enfance est Bon, en gros c'est une grosse merde, si je récapitule un petit peu. Janvier 1974, 4 personnes sont retrouvées mortes dans la ville Wichita au Kansas. Puis ensuite, 3 femmes, entre 1974 et 1977, seront pareilles retrouvées mortes. Puis ainsi de suite, il y aura 10 victimes jusqu'à 1991, tout cela perpétré par un individu qui à l'époque n'a pas été identifié. Bon, avant aussi, il n'y avait pas la technologie de maintenant, c'était plus difficile de repérer un truc, mais c'est qu'il est bon quand même, hein, ce con. Dû au fait qu'on n'arrivait pas à savoir qui était le perpétrateur de ces crimes. Et Dennis Rader, ça, il l'adorait. Il envoyait des lettres à la police, aux stations de télévision, pour se moquer d'eux et leur proposer des surnoms. D'ailleurs, parmi la quantité de surnoms qu'il va proposer à la police et aux médias, celui qui va rester, c'est BTK. Bind, Torture, Kill. Attacher, torturer, tuer. Son modus operandi. Les meurtres de Dennis Rader étaient particulièrement atroces. Ils étaient d'une violence rare, incluant torture et ouais. Bah, enfin, vous avez compris quoi. Et en général, l'individu était une ordure complète, absolument détestable avec tout le monde, et avec une sorte d'obsession pour le pouvoir et les rapports de force. Il y a une ressemblance avec Heisenberg un peu, hein. Lui, je dirais, c'est plutôt Heisengerb. Hein, sa grosse calvitie. Non, je rigole. Où il était dominant. Alors que l'enquête pour retrouver BTK commençait à patauger et qu'elle commençait à être mise dans les dossiers de la police oubliés, en 2004, la police reçoit une lettre. À l'intérieur de cette lettre, il y avait des énigmes à résoudre. Des textes décrivant sa vie de manière vague et un peu romancée. C'est cru dans un escalier. Mais il y avait également une disquette. Disquette qui contenait des infos qui ont permis à la police de trouver sa position. Et ils ont donc réussi à l'arrêter en février 2005. Le mec il s'amuse avec la police, tranquille. Ok, plus de 30 ans après son premier crime. Le procès de BTK a été complètement lunaire. D'abord, il a commencé par tout avouer dans une confession archi longue, dispo sur YouTube, où il est complètement chill à expliquer chacun de ses meurtres dans les détails les plus sordides avec un calme absolu, en mode c'est complètement normal, le tout devant les familles des victimes. Et il fera, après les déclarations de celle-ci, pleine de haine pour le personnage de Dennis Rader qui a complètement réduit à néant les trajectoires de ses familles, il fera un dernier monologue de 30 minutes qui a été comparé par CNN à un discours que tu fais quand tu reçois une récompense académique, genre un Oscar. Il a essayé de se comparer à ses victimes, il a dit des trucs aberrants du type « il respirait, je respire ». On est un peu pareil en vrai. Et à la fin, il se met à remercier des gens, notamment la police, et les excuses qu'il arrivera à donner au bout de 26 minutes de discours durent 8 secondes. Oh là, c'est toute ma haine envers lui qu'il fallait... Ça sortait par les faits, je me suis dit non, t'es en vidéo, s'il te plaît. Putain, imagine ta fille meurt à cause d'un gars, il dit ça. Sa confession était extrêmement narcissique et il sera évalué par la suite par un psychiatre comme profondément. Ici, on est là pour parler de dessin, de peinture. C'est vrai. Excuse-moi, on est parti de... Vous voyez pourquoi je dis que c'est inintéressant de se pencher sur l'art de ces gens? Ces dessins sont des représentations de ces crimes et de ces victimes lors de ces crimes. C'est fait pour le choc et pour qu'il se repasse ces crimes dans sa tête.
Comment on sait ça? Car il a aussi fait de la photo artistique. Dans ses photos, il se déguise avec des vêtements féminins et met des perruques dans l'objectif de reproduire ses victimes pour du plaisir sexuel. Il a également fait des sculptures avec des poupées Barbie. Et je mets juste un trigger warning parce que c'est abominable comme concept. Si vous voulez pas l'entendre, allez à ce timecode. Il a envoyé cette poupée pendue à un tuyau à la police pour représenter un de ses meurtres de son premier crime. Joséphine, représentée par cette poupée, avait 11 ans. Voilà, je vais pas donner plus de détails, vous imaginez déjà suffisamment l'horreur absolue que représente ce truc. L'art de BTK est inintéressant et ne sert qu'à ses fétichismes. Mais ça c'est pas de l'art, à la limite les fous ils avaient un talent artistique, lui là, aucun. Lui pue la merde. En plus il dessine au stylo bleu. Mais moi je faisais ça, j'étais en maternelle, frère, un crétarium. Rien d'autre. C'est les détails un peu nuls. C'est pas c'est juste utilitaire. Essayons donc un autre cas de sociopathe et de psychopathe. Dans le mot utilitaire il y a utile, c'est pas utile. Bon, est-ce qu'il est plus... John Wayne Gacy est né en 1942. Il est fils d'une famille compliquée, avec un père alcoolique qu'il a battu durant toute sa vie, le considérant comme un moins que rien, et n'arrêtant pas de le moquer sur le fait qu'il serait potentiellement gay, allant jusqu'à le battre jusqu'au sang pour avoir été trop proche d'un garçon. Vois, après c'est normal que leurs enfants ils partent en couille, frère, si t'as des parents comme ça. John il se fait également agresser sexuellement par un ami de la famille, et ne dira rien de peur de la réaction de son père. Tous ces événements affreux ont détruit sa perception des choses, le transformant au cours des années en un monstre horrible rongé par des démons violents. Si là je peux vous avoir donné un portrait qui peut être un peu empathique vis-à-vis de son enfance, je n'ai absolument aucune empathie pour ce personnage. Je le déteste. John Wayne Gacy est un des pires serial killers que j'ai jamais traité. Il agressera, tuera et torturera 33 jeunes hommes et enfants au cours de sa vie. Qui se transforme en clown et tout ça, se déguisant pour ses meurtres en clown, du nom de Pogo le clown. L'histoire de Gacy est affreuse et franchement, j'ai pas eu envie de lire tous ses crimes, toute sa vie, toute la vie des victimes, parce que j'ai commencé à être triste en lisant ça. En 1994, il est exécuté après des dizaines d'années de crimes. Et entre le refus de son dernier appel et le jour de son exécution, il a peint des tableaux dont je vais parler. Il n'a exprimé aucune compassion pour les victimes de ces meurtres, allant même jusqu'à sourire pendant les confessions, et ses derniers mots furent « embrasse mon cul ». Comme je vous le dis, j'ai plus d'empathie pour ce gars. On peut essayer autant qu'on veut d'essayer d'expliquer d'où vient le mal, d'où vient le démon, mais on s'en branle. Le gars a fait des choses affreuses. Et sa page Wikipédia, c'est un peu un musée des horreurs. Les peintures de John Wayne Gacy Jr. sont des dépictions de son alter ego de clown. Pareil, le style est impersonnel et fait pour choquer et rappeler son passé. Attends, mais ça c'est une bite ça. Rappeler son passé. Il a aussi beaucoup dessiné les nains de Blanche-Neige et passé, notamment pour représenter une équipe de baseball. Pas, vous inquiétez pas. On peut voir dans cette peinture un manque évident de perspective et on va y revenir plus tard sur ce détail. Parce que l'art des psychopathes tueurs en série est, comme j'ai pu le dire, parasité par l'utilitaire, je vois pas l'intérêt de faire une longue biographie de personnes détestables pour ensuite dire juste c'est nul. L'art c'est une sorte de proposition que tu fais aux gens. C'est quand même beaucoup moins poussé que ce qu'on avait vu avant niveau dessin. Après niveau histoire là c'est quand même bon c'est glauque hein, mais alors que les autres ils avaient des trucs waouh. Ils avaient de l'inspi. Ils n'ont rien à proposer. Ils sont autocentrés. Leur objectif, c'est eux-mêmes. L'objectif pour eux, c'est juste de se faire plaisir, pour nourrir leurs fantasmes à eux, soit par des images ultra gore ou comme très souvent des dépictions d'images qu'ils ont pu voir dans leurs crimes, comme ce dessin affreux de Keith Hunter Jesperson. Il est bizarre son dessin. Le crime n'a pas besoin d'être expliqué. Mais ça peut souvent aussi être juste, et c'est la plupart du temps. Bon, à la limite, ça va. L'art thérapie. Continuons la vidéo avec de l'art peut-être un peu plus intéressant. J'ai envie de me pencher sur des cas isolés. Pas des grands artistes, pas des personnes connues pour leur travail artistique malgré la maladie. Je vais vous parler de personnes comme vous et moi qui ont peint, dessiné dans le cadre d'art-thérapie. En effet, souvent pas de contexte, juste des illustrations isolées dans lesquelles on ne peut voir ce qu'on veut. Comme cette illustration à la perspective aplatie, où on peut y voir des champs pointillés, un berger, des chèvres et un camp avec une tente. Ou alors celle-ci profondément déprimante, avec des formes qui ne sont vivantes que par la présence d'un visage à peine perceptible. Plein d'autres illustrations isolées existent, mais on trouve parfois des artistes dont le nom est devenu connu. Parlons par exemple de Mary Bishop. Comme ce que j'ai dit dans la première partie, le dessin ça permet aux gens de s'exprimer. Et quand t'es malade psychologiquement, bah tu dessines des trucs bizarres. Personne dont la maladie mentale est inconnue, mais dont tout on peut savoir est qu'elle a réalisé une crise importante en 1946 qui l'a amenée en hôpital psychiatrique. Là-bas, elle y fera énormément de peintures qui, elles, sont devenues par contre assez connues. Son tableau le plus connu, c'est celui-ci. Il s'appelle Cri du cœur. Il s'agit d'un visage terrifié en train de crier, parsemé de petits traits verts, probablement de la sueur ou juste
quelque chose dont l'origine n'est connue que par l'artiste. De nombreux autres tableaux et dessins vont présenter des personnages déformés par leurs émotions, notamment ce dessin simple mais efficace d'une femme tordue censée représenter Mary Bishop elle-même. Le titre est d'ailleurs un jeu de mots, I'm all screwed up, qui peut signifier je suis complètement tordu, aussi bien dans le sens littéral que dans le sens figuré. D'autres tableaux peuvent aussi bien représenter la dissociation ou l'instabilité émotionnelle, et je trouve ça intéressant de comparer la manière dont elle dessine les personnes qui souffrent. Ce sont des personnes dont les contours sont toujours adoucis, malgré le fait que les émotions déforment leur visage. Les médecins, eux, sont complètement anguleux, voire carrés parfois, et leurs traitements sont interprétés comme ils voient les médecins comme des gens méchants. Enfin, on sait la pas ce majorité qui se passe, de la collection mais... Adamson et en général de l'art-thérapie est remarquable par une sorte d'étrangeté visible, mais rien de terrifiant en soi. Parfois c'est très neutre même. Mais parfois il y a des tableaux terrifiants de par leur dépiction de la souffrance ou juste des tableaux perturbants. On a toujours ce sentiment d'étrange, surtout quand on a l'impression qu'ils décrivent ce qu'ils voient réellement. Mais, et ça me permet d'ailleurs de renforcer un sentiment que j'ai déjà évoqué dans l'introduction, la majorité de l'art outsider... Ah bah non, je suis con. En vrai c'est pas marrant parce que c'est pas forcément des personnes méchantes ou quoi que ce soit, c'est pas comme les serial killers qu'on a vu avant, ça c'est des personnes qui souffrent, hein. C'est des maladies les gars, donc... Faut pas se moquer de ça, j'avoue ça se fait. Soit du monde de l'art en général est parfaitement normal, avec juste des excentricités dues au fait qu'il n'y ait pas vraiment d'éducation académique. Passons tout de suite à un autre type de maladie mentale, et cette fois-ci on n'aura qu'un seul exemple. Alzheimer, Parkinson et tout ça ne ce sont pas vraiment des maladies mentales, mais plutôt des maladies neurodégénératives. Des maladies qui incapacitent au fur et à mesure que la personne vieillit. En 1994, on lui fait une commission pour un portrait. Il accepte et se met à travailler. Quelque temps après, le client n'obtient plus d'infos sur la progression. Elle attendra 1 an avant de revenir voir Outer Mullen. Elle lui demande où est le portrait. Celui-ci n'avait pas bougé depuis 9 mois. Sa femme Patricia Redmond, pensant qu'il était dépressif, l'amène voir un psy. Le psy en question lui diagnostiquera non pas une dépression, mais la maladie d'Alzheimer. Et là, lui et sa femme ont une idée. Il se décide à partir de ce moment-là, en effet, de faire des autoportraits régulièrement pour archiver l'avancée de la maladie et de son état mental. Et ça, dans ce genre de choses, ça va se dégrader, mais fort. Pour essayer de comprendre quel était le style là, c'est la version de base. Avant la dégradation de son état mental et de ses capacités. On peut remarquer un trait précis, expressif et efficace. Il est bon, maintenant, en voici quelques autres datant d'avant 1995. Les tableaux de 1995 sont assez réussis, bien que parasités par des difformités dues aux fonctions motrices et psychologiques qui se dégradent. Dans ce tableau, notamment, on dirait que la peau de William tend à l'air de partir dans des couleurs peu naturelles. Entre 1997 et 1999, la maladie va progresser d'autant plus et le trait va en être encore plus impacté. Il n'y a qu'un seul croquis qui peut être considéré comme normal, entre guillemets. C'est celui-ci. Le reste est difficile à voir. Les 3 premiers dans la chronologie sont marqués par une certaine lourdeur, comme la vieillesse qui commence à peser sur le visage de William. Les formes sont de plus en plus grossières et les visages semblent être de plus en plus difficiles à reconnaître pour l'artiste. Et un énorme front. Et en continuant, plus on approche de 1999, plus c'est violent. Mon année de naissance. On s'en bat les couilles. Avec un visage flottant autour de formes abstraites aux couleurs vives et agressives. Donc là, c'est comment il se voit devant un miroir, ça ? Les visages sont déformés, grossis ou réduites. Puis on arrive au point de non-retour. 1999, cet autoportrait. Il n'y a plus de visage, il n'y a qu'une tête avec une vague... Alors ça, c'est le drapeau de l'Algérie, ça, non ? Eh, les Algériens, vous êtes chiants, on vous voit partout maintenant. À côté. Il n'y a plus de visage, il n'y a qu'une tête avec une vague oreille à côté. Par contre, j'avoue, c'est... Le fond n'est même pas complété. Ah si, on voit un espèce d'œil, on dirait ici, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Entre 2000 et 2001, William va faire ses derniers dessins avant d'être mis en EHPAD et que la maladie arrive en phase terminale. Ces tableaux sont certains des plus dark que je connaisse. D'abord, voilà le tableau le plus connu. Ce tableau. Le dernier avant l'EHPAD. Il a qu'un nez. On dirait un truc de... Tu sais, on ne voit plus de visage, on dirait une tête en pierre fendue. On sent que William ne reconnaît plus la réflexion dans le miroir. Il est étranger à lui-même et la confusion lui donne l'impression de se briser. Le deuxième sera ce croquis, où pareil, il n'y a plus rien, juste de vagues formes et enfin, et à mes yeux le plus cauchemardesque, la destruction complète de la personne. Ah, ça met une claque. C'est sa femme qui le dira. William n'existait plus. L'homme qui mourra en 2007 à l'hôpital après 6 ans de bataille avec la phase terminale de la maladie, 6 ans, à ses yeux,
n'était plus la même personne, car elle ne pouvait plus prendre de pinceau pour dessiner. Cette série d'autoportraits reste encore aujourd'hui une des meilleures représentations des effets de la maladie d'Alzheimer sur l'intellect, les fonctions motrices et la perception, le cauchemar des maladies neurodégénératives. Mais la vidéo a réparé mon Maintenant, on va casque. commencer à entrer dans les parties finales de la vidéo. Et on va se pencher sur un type de maladie mentale Tiens. un peu plus commun que les précédents. Le TSPT, trouble de stress post-traumatique. Il s'agit d'un trouble anxieux qui provient après des traumatismes majeurs dans la vie et qui peut atteindre n'importe quel individu. Celui-ci s'exprime de plusieurs manières. D'abord, il y a la première chose, l'intrusion, soit le fait de revivre l'événement à travers des pensées intrusives, des souvenirs revenant violemment hanter la personne, ou encore des flashbacks et des cauchemars particulièrement intenses pouvant mener à des terreurs nocturnes. Ensuite, ça peut se représenter aussi par de l'évitement. La personne fait tout pour éviter toutes les choses qui rappellent le traumatisme. Ça peut s'exprimer de plusieurs manières, juste le fait d'éviter des endroits, des odeurs, des sensations au maximum, au point d'avoir parfois des réactions extrêmes. Et enfin, le troisième gros symptôme commun, c'est l'hyperstimulation, une sorte d'état de vigilance extrême, amenant à un état nerveux, agité, une impossibilité de se concentrer, de la procrastination extrême et un sentiment intense de détresse lorsque quiconque lui rappelle d'une manière directe ou indirecte l'événement traumatisant. Le TSPT, ou PTSD en anglais, c'est très régulier. Il faut savoir que plus de 70% des adultes vivront quelque chose dans leur vie qui pourrait être considéré comme traumatisant. Et il semblerait que 1/20 de la population, du moins celle adulte et occidentale, vivront un état de stress post-traumatique dans leur vie, particulièrement chez les femmes. La raison pour laquelle je la mets en dernier dans cette vidéo, c'est parce que énormément d'autres maladies mentales arrivent en comorbidité du stress post-traumatique. C'est celui qui m'a le plus touché. Donc parlons de l'art de victime de syndrome post-traumatique. Victime de guerre, ça c'est dû à des traumatismes. L'image la plus célèbre dans la culture populaire du TSPT, J'étais d'humeur blagueuse au début de cette vidéo. Là, ça m'a calmé. bien le syndrome post-traumatique des personnes ayant vécu la guerre et également les personnes ayant vécu notamment les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Un sentiment que tu regardes une réalité de quelqu'un qui a perdu toute confiance envers le monde. Les ciels sont gris, les visages sont absents. Ah ouais, Ce tableau, c'est c'est dépressif, Death March de John Hartman. Il a été réalisé dans l'urgence en 1945, quelque temps après être sorti d'un camp dans lequel il a passé 3 ans auparavant. Tu Il m'étonnes, tu explique fais plus confiance à personne dès que tu sors d'un truc comme ça, c'est normal. Faut les avoir fait le plus vite possible, tant que le souvenir était frais. On est dans le moment et l'émotion est la plus authentique qu'on puisse avoir. Plein d'autres tableaux de victimes de l'époque représentent les camps comme cette accumulation de corps livides presque non humains, déformés par la faim et la fatigue, qui se battent pour avoir de la place dans le cadre du tableau. Et ce sentiment général de futur noir et décrépit. Mais plus on s'approche de l'expressionnisme, plus le cauchemar mental est représenté. Les tableaux d'Edith Birkin sont terrifiants, des personnages tous identiques, aux yeux noirs et aux émotions annihilées par la faim. On voit également des dépictions de la famine qui sont particulièrement vénères. Des gens qui bouffent des rats qui croisent parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent bouffer tout simplement. On voit également des soldats nord-coréens jouer à torturer une femme enceinte. Même mon micro il en tombe, même lui il devient dépressif. Reste avec moi s'il te plaît, je sais que c'est extrêmement vénère. J'enregistre cette partie un peu après avoir tourné la vidéo parce que j'ai tout simplement oublié de la tourner et que pourtant elle me tient à cœur. J'aimerais me pencher sur les cas de torture modernes et des personnes qui ont vécu des prisons et des tortures d'État dans ces prisons, racontant ce qu'ils ont vécu par l'intermédiaire de dessins. J'aimerais parler en l'occurrence d'un cas, celui de Abu Zubaydah, qui a été un prisonnier de la baie de Guantanamo et qui a subi un programme d'interrogatoire avancé, le tout pendant une durée de 4 ans, perpétré par la CIA, qui promet d'ailleurs que je vais vous décrire ici et qu'il a décrit en dessin. D'abord, un truc qui est devenu tristement célèbre, ce sont les boîtes de confinement. On plaçait quelqu'un pendant des heures, parfois même pendant des jours, à l'intérieur de minuscules boîtes. Les pires restent les tristement célèbres petites boîtes de confinement, dans lesquelles Zubaydah a été enfermé pendant ce qu'il décrit être des heures indéterminées. T'es dans un cercueil, frérot. Et que l'on est bloqué en réalité dans une position fétale qui, au bout d'un moment, devient extrêmement douloureuse au point d'en venir au cri jusqu'à l'inconscience. Je passe 4 heures en voiture, j'ai l'impression que j'ai mal aux jambes, donc eux j'imagine même pas. Il décrit également des tortures de privation du sommeil où des gens sont attachés dans des positions si inconfortables qu'ils ne peuvent juste pas dormir. Et également une autre des très célèbres méthodes de torture, c'est évidemment le waterboarding où l'on noie artificiellement un détenu en boucle jusqu'à ce qu'il accepte de parler. Il y avait même une méthode où la personne en fait, il y avait un tout petit robinet au-dessus d'eux et il y avait une goutte qui tombait toutes les
30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et à peine une goutte qui tombait sur son crâne, et il devenait fou. Et en l'occurrence, Zubeida est aujourd'hui mentalement anéanti. Le temps qu'il a passé dans de nombreuses prisons secrètes de la CIA a causé des dégâts cérébraux violents et irréversibles, ainsi qu'une hypersensibilité au son et en général un état mental complètement brisé que l'on ne pourra plus jamais réparer. Les personnes atteintes de maladies mentales ont souvent un manque important de contrôle et il faut approcher tout ça avec empathie, compréhension. Également, seconde chose que j'ai appris, la psychiatrie, ça a énormément évolué, mais tellement évolué en moins de 100 ans. Enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, merci Feldup. Je pense que la psychiatrie est correcte. C'est important de le savoir. Ensuite, autre truc que j'ai appris, c'est que l'art réalisé par des personnes non éduquées artistiquement, qui n'ont presque aucun talent artistique d'ailleurs même, est tout aussi intéressant à étudier. Mais ça dit plus sur la personne en réalité que sur... C'est l'idée qui est intéressante, c'est pas forcément les détails. Elle était pas... parfaite, la des phrase véritables là, propositions courte, artistiques. efficace. Aussi, évidemment, il n'y a aucune honte à avoir une maladie mentale, il n'y a aucune honte à l'assumer. Et en général, c'est toujours très très bien d'aller voir un psychiatre, d'aller voir un psychologue. Et il y a une différence entre les deux, et c'est toujours de la merde d'aller voir un psychanalyste. Pardon, c'est mon opinion, mais je l'ai aussi appris en regardant ces cas, parce qu'on se rend compte que la psychanalyse n'a servi à aider absolument aucune de ces personnes. Elle a juste permis aux psychanalystes d'apprendre des trucs. Les psychanalystes qui tombent au chômage. Après la vidéo de Feldup, force à vous les gars, allez au Pôle emploi. Bon alors que dire sur cette longue vidéo de 1h30. Déjà vidéo super intéressante comme d'habitude, mais bon c'est Feldup, ça sert à rien que je le répète. Après le truc pas ouf, c'est qu'il a mélangé serial killer et justement les personnes atteintes de maladies mentales. Et bon, il l'a dit, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ne mélangez pas les deux cas, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est bien de faire ce genre de vidéo pour prévenir. C'est comme une fois j'avais fait une vidéo sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Et il y avait des gens dans les commentaires qui me disaient mais merci d'avoir fait cette vidéo, ça permet aux gens d'éclaircir, de prévenir et qu'ils soient au courant, qu'ils soient plus dans l'incompréhension, dans la moquerie. Parce que les gens quand ils comprennent pas, bah ils vont peut-être se moquer. Et là au moins en plus Feldup il a grave de l'audience, donc il y a plein de gens qui ont vu cette vidéo. Donc c'est cool, je pense que c'est une bonne expérience et j'attends sa prochaine vidéo avec impatience. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup portez-vous bien, bye tchuss.